Faits troublants, phénomènes insolites, disparitions inexpliquées, lieux inquiétants. Voici 17 affaires étranges présentées par Jocelyn Keller, spécialiste du paranormal, que vous pouvez retrouver sur dossierinexpliqué.com ou sur la chaîne C8. En avril 1922, dans une petite ferme située à 60 km de Munich en Allemagne, fut perpétré un effroyable massacre. Toute une famille assassinée pour une raison inexpliquée. Dans le hangar sombre où l'on conservait le fourrage pour l'hiver, gisaient dans des flaques de sang les corps d'Andreas, de sa femme, de sa fille Victoria et de sa petite-fille Casilia. Les cadavres avaient été empilés les uns sur les autres dans une mise en scène perverse et macabre. N'apercevant pas le petit Joseph au milieu des victimes, on se rua à l'intérieur de la ferme. Ce fut pour trouver le corps sans vie du garçonnet couché sur son petit lit dans la chambre de sa mère. On tomba aussi sur le corps de Maria, la nouvelle femme de chambre, qui baignait dans son sang. Le médecin légiste déclara que toutes les victimes étaient décédées d'un coup à la tête porté avec le même instrument, très probablement une pioche. Malgré une enquête de plusieurs décennies, l'identité du coupable demeure inconnue à ce jour. En 1973, dans la commune de La Machine et dans la Nièvre, une rumeur circule au sein de la cité minière des Minimes. Dans la chambre d'un jeune garçon, on entendrait de mystérieux coups frapper contre le mur. Dominique, 11 ans, affirme que ces coups se reproduisent invariablement tous les soirs entre 19 et 20 heures. Plutôt que de prendre peur, il prend l'habitude de communiquer avec cet esprit frappeur. Et le plus stupéfiant, c'est que l'esprit en question répond aux questions qu'il lui adresse. À chaque interrogation, des coups secs et distincts émanent du mur de la chambre. Ce petit jeu insolite finit par se savoir à l'extérieur. Des voisins, des curieux et même les gendarmes commencent à défiler dans le modeste logement et posent à leur tour des questions. Ils demandent quel est leur âge et l'esprit frappe le nombre exact à chaque fois. Certains lui posent des questions très personnelles. Il répond à chaque fois dans le mille. L'histoire prend de l'ampleur et crée de l'agitation dans la cité minière. La maison est-elle hantée par un poltergeist ? Dominique est-il doté d'une perception extrasensorielle ? A-t-il lui-même provoqué les coups grâce à des capacités psychiques ? Aujourd'hui, les témoins de l'époque ont presque tous disparu. Dominique ne veut plus entendre parler de cette histoire et refuse de manière véhémente toute demande d'entretien. Dans la campagne du Devonshire en Angleterre, au milieu du XIXe siècle, après une violente tempête de neige, les habitants de la région découvrirent au petit matin d'étranges empreintes. Des empreintes inconnues comme nul n'en a jamais vu et qui s'étalaient sur plus de 160 km. Étaient-ce les sabots du diable ? Ce qui frappa d'emblée les témoins, c'était que les traces de sabots étaient alignées sur une seule file, à intervalles réguliers, comme si la créature qui les avait laissées se déplaçait en bondissant un pied devant l'autre ou se tenait sur ses pattes arrière. Selon le Times de Londres, il s'agissait plutôt de traces d'un bipède. Mais ce n'était pas tout. Ces empreintes inquiétaient aussi par leur ampleur et leur parcours impossible. En effet, elles faisaient fi de toute contrainte du terrain. Elles allaient tout droit, comme si aucun obstacle ne venait les arrêter. Ainsi, on voyait ces traces disparaître au pied des murs, mais réapparaître de l'autre côté, comme si elles les avaient traversés. Qui avait laissé ces curieuses empreintes dans la neige du Devon ? En 1855, à court d'explications face à ces traces énigmatiques, c'est la figure du diable qui s'imposa peu à peu à l'esprit des habitants. En fait, c'était simple. Satan en personne s'était invité dans leur communauté.
Les fameuses traces n'étaient rien d'autre que celles des sabots fourchus du diable, souvent campés dans l'imaginaire populaire comme une créature mi-homme, mi-bouc. Si la neige avait disparu dans les contours des traces sans être compressée, c'était qu'elle avait fondu sous l'effet d'une forte chaleur. C'est l'histoire d'un libraire du Colorado qui disparaît en 1987, puis d'un ancien journaliste sportif qui vient s'installer dans la boutique du premier pour y écrire et qui, un an plus tard, disparaît à son tour. Simple coïncidence ? Fondée autour de 1864 par des chercheurs d'or, Silver Plume est une petite ville située dans le Colorado. Lorsque Keith Reynard s'y installe en mars 1988, Silver Plume est devenue au fil des décennies une semi-ville fantôme. Keith est venu se ressourcer, mais il souhaite aussi profiter de son isolement pour écrire un roman. Aussi décide-t-il de louer un petit fonds de commerce pour y vendre des antiquités et des cartes postales, une activité paisible qui devrait lui laisser le loisir de noircir des pages. En interrogeant les rares habitants de Silver Plume, Reynard apprend qu'il a eu un prédécesseur. En effet, avant de devenir une boutique d'antiquités, le magasin qu'il gère était une librairie tenue par un dénommé Thomas Young. Or, l'été précédant l'arrivée de Keith Reynard, Thomas Young avait quitté subitement son travail et était parti en compagnie de son chien. Thomas Young n'est jamais revenu. Malgré des recherches acharnées, on ignore alors ce qui lui est advenu, ainsi qu'à son chien. L'histoire séduit Keith Reynard, au point que le dossier Young devient une obsession pour lui. Tandis qu'il consacre désormais tout son temps à ses investigations et l'écriture de son roman, un coup de théâtre vient bouleverser le quotidien des habitants de Silver Plume. Le 31 juillet 1988, dans une forêt à 1 heure de route de la localité, des chasseurs découvrent les restes d'un homme adulte. À ses côtés, un sac à dos, un squelette de chien, ainsi qu'un revolver. Rapidement, on identifie l'homme et l'animal. Il s'agit bien de Tom Young et de son chien. Et tous deux ont le crâne perforé d'une balle. Au lieu de calmer Reynard, la découverte du cadavre de Young ne fait que renforcer son obsession pour le personnage. Le 7 août 1988, soit 11 mois jour pour jour après la volatilisation de Young, survient l'inexplicable. Vers 16 heures, Keith Reynard baisse le rideau de sa boutique et traverse Silver Plume en prévenant les gens qu'il croise qu'il part en randonnée. C'est la dernière fois qu'on le voit vivant. Suicide ? Accident ? Meurtre ? Fuite ? Depuis, l'histoire alimente toutes les spéculations, notamment sur le site du Bureau des affaires non résolues du Colorado. Vous n'y croyez pas ? Mais avez-vous une explication ?